Le Phonéton 2014 du Fonds arménien de France a débuté jeudi et depuis, nombreux sont nos auditeurs qui ont déjà composé le 810 24 24 24 ou ont été contactés par les bénévoles pour faire une promesse de don en faveur du développement du Haut-Karabakh et de l'Arménie. Une collecte qui se déroule au même rythme que l'an dernier. Et nous allons voir ce matin, dans cette émission Carte sur table, comment ont été employés les fonds récoltés en 2013 et bien sûr détailler les projets qui vont être lancés à partir de cette campagne 2014. En studio avec nous ce matin, Michel Pazoumian, vice-président du fonds. Bonjour. Et à vos côtés, comme à l'accoutumée, Michel Tancrez, le représentant du fonds Haut-Karabakh. Michel Tancrez, bonjour. Bonjour. Alors nous allons donc, dans le courant de cette émission, rentrer plus dans le détail des actions qui sont menées sur le terrain dans la région de Tavush, puisque c'est le programme phare du Fonds arménien depuis maintenant 6 ans. Et évidemment, au Haut-Karabakh, avec vous, Michel Tancrez, où vous suivez de près la mise en place des programmes qui sont année après année élaborés. Et nous reviendrons donc sur des projets qui ont déjà été présentés, mais pour montrer à quel point ils sont importants et quel impact ils peuvent avoir sur les populations. Alors, dans le courant de cette émission, nous nous rendrons évidemment, comme d'habitude, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, pour faire le point avec les responsables des centres d'appel. Mais pour débuter, nous allons dresser un bilan rapide, dans les grandes lignes, des réalisations achevées depuis l'an dernier. Alors, qui ouvre le bal, comme on dit? Michel Pazoumian. Je vais, pour la si région vous voulez, de Tavush. je reviens du Tavush. Donc, il y a un mois, nous y étions avec toutes nos équipes. Adriana Carambeu, notre marraine, nous y a rejoint, ce qui était très très bien parce que c'est la première fois que notre parrain ou marraine vient sur le terrain pour constater les réalisations. Oui, alors donc, effectivement, vous faites bien de parler d'Adriana puisque je l'ai pas indiqué tout de suite, mais depuis sa création, le Phonéton reçoit le soutien de personnalités, un soutien encore plus marqué depuis 6 ans puisqu'il s'agit vraiment de parrain ou de marraine. Et après, Hélène Ségara qui avait été la pionnière, André Manoukian, Michel Drucker, Yuri Djurkaev, Daniel Bilalian, Ariane Escaride, Robert Guédiguian, les 2 vedettes qui accompagnent le Phonéton 2014 sont, vous l'avez dit, Adriana Carambeu et Patrick Fiori, que nous avons eu le plaisir de recevoir dans les studios d'APFM jeudi matin. Et j'invite d'ailleurs nos auditeurs à découvrir cette émission en images sur notre site radio-apfm.com. Donc je vous redonne la parole, puisque vous parliez d'Adriana Carambeu. Alors nous étions donc sur place. Qu'est-ce qui s'est passé en un an grâce bien sûr aux dons des donateurs? La première chose, c'est la construction en cours et en voie d'achèvement de 3 petites fermes dans 3 villages à la frontière. Si vous permettez, j'ai une anecdote sur l'un de ces villages qui est Paregamavan et qui a subi des tirs azéris au mois d'août et les ouvriers ont été obligés d'arrêter le chantier pendant 1 mois. J'y étais moi il y a 3 semaines, donc ça y est, les choses se sont stabilisées. Les travaux ont repris, mais vous voyez à quel point il est important pour nous de fixer les populations dans les villages frontières. Alors le nom de ce village, effectivement, Paregamavan, revient régulièrement sur le devant de la scène. Il est pris pour cible par les tirs azéris qui se trouvent à quelques mètres. On les voit sur la colline. On les voit. Il y a les positions azéris à 1,5 km sur la colline, les positions arméniennes juste en face. Bon, mais c'est dommage qu'on s'en prenne aux populations. Alors, Paregamavan, il y a également le village d'Aigepar, enfin plusieurs villages frontaliers où il y a 4-5 villages frontaliers où le fonds intervient, où le fonds intervient justement pour participer à ces efforts mis en place là récemment par le gouvernement pour aider les villageois à vivre malgré tout. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Paregamavan, on va jusqu'au bout, on implante une ferme. Le maire me disait que les 450 hectares de terre étaient gelés puisqu'elles étaient à la frontière, donc ils ne peuvent plus cultiver le blé, le maïs, les vignes qu'ils avaient, donc ils n'ont rien pour vivre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce village pour implanter une petite ferme. Cette ferme va être inaugurée dans les jours qui viennent. Nous allons donner une quinzaine de jeunes génisses que nous avons élevés dans la grande ferme et qui, d'ici 1 an, donneront un petit. Et à partir de là, toute la mécanique se met en place, c'est-à-dire il y a du lait, nous achetons le lait, la grande ferme achète le lait à un très bon revenu, ce qui va permettre à cette petite entreprise de prospérer dans les années à venir. Et nous transformons ce lait en fromage. Donc depuis 1 an, nous avons agrandi notre fromagerie
Et ça y est, maintenant, nous fabriquons 100 kilos de fromage par jour, 3 fromages arméniens, un fromage géorgien, un fromage français que nos équipes sont venues apprendre en France. Ces fromages sont vendus dans les supermarchés d'Erevan et il y a une très forte demande, y compris à Moscou, qu'on va pouvoir assumer. Tout ça pour dire, puisque vous me posez la question, qu'est-ce qui s'est passé en un an? C'est donc 3 fermettes, la fromagerie, mais aussi la distribution de plants d'arbres kaki. C'est une très bonne région pour l'arbre kaki, le Tavouche. On est à 600 mètres d'altitude. Nous avons distribué 4 arbres par famille. Ces arbres à 1000 familles, hein, pour être clair. Chacun de ces arbres, dans 3-4 ans, vont donner à peu près 200 kilos, donc 800 kilos au total. 800 kilos au total, ça va être 300 à 400 euros de revenus pour chacune de ces familles. Il faut savoir que des familles paysannes ont un revenu qui se situe entre 100 et 150 euros par mois. Donc vous voyez, c'est 2 mois potentiel de plus, etc., etc. Alors, l'an dernier, quand vous étiez venu nous présenter le programme agro-industriel, agro-pastoral, hein, pas industriel, qui est mis en place dans la région du Tavouche, pardon, vous nous expliquiez aussi qu'il y avait une appétence dans la découverte du savoir-faire et que les villageois avaient rapidement adhéré aux techniques qui leur étaient proposées. Est-ce que ça gagne du terrain? Est-ce que il y a de plus en plus de gens qui viennent vous voir en vous disant nous aussi on veut apprendre et on veut avoir du bétail, cultiver la terre? Votre question est intéressante. Elle nous ramène à 3 ans avant où nos paysans, nos villageois ne voulaient pas entendre parler de coopérative. Ils étaient obsédés par le sauf-cause et le call-cause. Hors de question qu'on travaille ensemble, etc., etc. Le fait que nous soyons acteurs, que nous apportions des investissements grâce à ces milliers de donateurs et au Conseil général des Hauts-de-Seine, bien sûr, qui participent à ce projet, fait que nous les obligeons à rentrer dans une dynamique, mais nous les accompagnons dans cette dynamique. Et du coup, ils sont extrêmement volontaires aujourd'hui. Aujourd'hui, pas un seul des villages dans lesquels nous intervenions ne nous dit non, pas de coopérative. Donc nous créons la coopérative. Ils viennent, mais bien évidemment, nous les accompagnons. Nous accompagnons en termes de formation. Ils avaient une fausse idée, une idée bien sûr, un petit peu collectiviste, où l'individu est mis au second plan. Donc là, ils ont vu qu'ils pouvaient travailler ensemble sans perdre leur identité propre. C'est en fait ça le exactement. problème. Vous vous rendez compte qu'actuellement, nos 6 à 12 coopérateurs selon les coopératives, ils travaillent gratuitement, bénévolement. Nous leur avons donné une ferme et des veaux. À eux de les nourrir. Nous les aidons un petit peu sur l'électricité et l'eau. Vous vous rendez compte, ils n'ont même pas les moyens aujourd'hui de payer l'électricité et l'eau de la ferme. Donc nous les aidons pendant 3 ans encore, le temps que effectivement le lait soit là et que nous puissions leur distribuer du revenu. Alors les mesures qui viennent d'être votées en Arménie d'aide donc aux villageois des régions frontalières, ça concerne une trentaine de villes et villages de la zone frontalière de Tavouche. Donc il s'agit d'exemption de la taxe foncière, d'exempter des taxes sur les biens immobiliers, et également donc prise en charge de la moitié de la facture d'eau, d'électricité, de gaz. Tout ça, c'est des mesures qui vont dans le sens de votre programme, ça va nous soutenir. Qui vont complètement nous accompagner. Oui. Bon, c'est clair que nous, étant fondation, nous ne payons pas de TVA. Nous sommes exemptés de TVA, ce qui est un grand avantage par rapport à nos investissements. Mais par contre, effectivement, comme je vous le disais... Pour vos villageois, je disais, c'était pas pour le fonds, c'est pour les villageois que vous aidez. Oui, mais en même temps, déjà, nous étions exemptés, et ce qui nous permettait d'augmenter le nombre de villages pour intervenir. Oui. Je parle toujours de l'argent des donateurs et la meilleure utilisation possible de l'argent des donateurs. Mais effectivement, vous vous rendez compte que ces gens ont des difficultés à payer leurs factures d'électricité, leurs factures d'eau, donc ça va être un vrai, comment dire, un soutien moral à la fois de leur gouvernement et à la fois la présence des Arméniens de France et du Fonds arménien de France et du Conseil général. Ils le savent tous, qui interviennent et qui les aident actuellement dans cette région. Donc vous voyez, les gens quand on les rencontre, ils nous disent mais pourquoi je partirais en Russie ? J'aime ma terre, je veux rester sur ma terre. À partir du moment où il y a des aides comme celle-là et des soutiens, y compris en termes de formation et autres, qui nous aident à mieux gérer nos cultures, nos champs, notre bétail, je reste. La terre, c'est une ressource naturelle.
En plus, bien sûr. Aussi. Bien sûr. Mais elle était très mal utilisée depuis l'indépendance parce que il y avait plus de tracteurs, il y avait plus d'eau, puisque les canaux d'irrigation n'étaient pas rénovés. Nous avons rénové 35 kilomètres de canaux d'irrigation. Vous me posiez la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait en un an? On a fait encore un canal d'irrigation de 900 mètres pile à la frontière à Vazachène et je crois qu'on a rajouté 250 à 300 hectares. La première année, ce ne sont pas les paysans eux-mêmes qui ont planté. C'est nous avons fait tourner les tracteurs pour... Cette terre était dure, très dure, donc il a fallu la retourner, il a fallu donc irriguer par l'eau, et nous avons planté. Il fallait donner l'exemple en quelque sorte. Exactement. La deuxième année, c'est eux qui passent à l'action. Oui, parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait bien. Voilà. Et nous, on va sur l'an prochain, dans le cadre du Phonéton, nous avons un autre canal à Vazachène, toujours à la frontière, et on va donc étendre les possibilités d'irrigation des familles. Donc un effet d'entraînement indéniable. C'est-à-dire que vous avez été précurseur, vous avez montré ce qu'on pouvait faire malgré les réticences sans doute des villageois. Exactement. Et leur inquiétude vis-à-vis de cette terre, vous dites, elle était très dure. Peut-être qu'il y avait une méconnaissance totale du terrain qui faisait qu'ils étaient persuadés qu'ils pouvaient rien tirer de cette terre, et vous avez montré que non, c'était possible. C'est-à-dire qu'elle n'était pas irriguée depuis l'indépendance. Donc le fait qu'on ait amené le canal permettait tout de suite, mais cette terre était devenue dure, inculte. Donc il a fallu, la première année, la cultiver. Donc vous avez redonné vie au Tavouche, qui est une région qui est riche naturellement. C'est-à-dire que c'était pas par hasard que vous êtes implanté au Tavouche. Bien sûr. Parce qu'il faut quand même refaire un petit peu l'historique du choix de cette région. Vous l'avez choisie parce qu'elle avait un potentiel. C'est l'une des 3 régions où l'altitude est modeste, donc comme la plaine d'Ararat. Donc il y a le Tavouche et puis il y a la frontière iranienne. Ce sont les 3 régions de culture forte. Alors justement, la plaine d'Ararat, la plupart de nos auditeurs savent que c'est une région propice aux cultures, et aux grands espaces. Donc qui donne des possibilités d'exploitation qu'on connaît, puisque c'est un petit peu là où se développent le plus les richesses du pays. Puis donc les grands champs. Il y a des grands champs. Voilà, on imagine que si le Tavouche arrive au même niveau de production que la région de la plaine d'Ararat, ça va donner donc un potentiel économique très fort au pays. Ça va être différent. Et c'est très intéressant, parce que toutes les régions d'Arménie sont plutôt plus proches des régions de Tavouche que de la plaine d'Ararat. Pourquoi c'est intéressant? Parce que jusqu'à présent, dans toutes ces régions plus secondaires, le paysan cultivait son petit lopin de terre, et puis un point c'est tout. Il essayait de vendre ses poulets, il essayait de vendre au marché ses 2 porcs, et puis ses quelques légumes. Là, on est en train de mettre en place un modèle économique intermédiaire, qui n'est ni un modèle extensif comme dans la plaine d'Ararat, ni un modèle uniquement familial. C'est un vrai modèle économique. Vous voyez mon enthousiasme parce que, franchement, dans cette mission d'il y a un mois, et c'est vrai que quelqu'un comme Adriana a vu les effets, a pu les constater, et elle nous a fait un feedback en disant mais c'est fantastique, ça y est, je vois des paysans souriants, des maires actifs, proactifs, etc., etc. On est en train de mettre en place un nouveau modèle, nous sommes en train de le réussir. On sent que l'échec potentiel est derrière nous. Ça y est. La mayonnaise a pris, et puis surtout notre fromage est apprécié, vendu à Erevan et demain à Moscou, donc on peut multiplier les kilos de fromage à fabriquer, et ça c'est un modèle qu'on peut reprendre dans d'autres régions demain, et au lieu de mettre 6 à 8 ans pour le mettre en place, vu l'expérience que nous avons, les petits échecs que nous avons eus, nous pouvons en 3, 4, 5 ans le mettre en place ailleurs. Alors Michel Pazoumian, vous disiez tout mettre en place pour aider ces villageois à rester sur place, à ne pas quitter, à ne pas déserter ces villages frontaliers. Je me tourne maintenant vers vous, Michel Tancrez. C'est également la même démarche, aider les Arméniens du Rarabar à vivre sur place, à se développer, à s'épanouir. Et alors on va avec vous parler, pour commencer, de ces lieux de vie que sont les centres communautaires, qui sont le programme phare du fonds au Rarabar ces derniers temps. Avant, je voudrais rebondir un petit peu sur le projet du Tavouche. Et c'est un projet vraiment très, très performant. C'est dommage qu'on puisse pas avoir la même aide au Rarabar à cause de la non-reconnaissance internationale du pays. Et j'espère qu'on ne mettra pas autant de temps à reconnaître le Rarabar qu'on a mis pour reconnaître le génocide.
Alors justement, quand vous parlez d'aide, je fais une parenthèse, je reviens légèrement en arrière. Vous parliez du Conseil général des Hauts-de-Seine, qui depuis 6 ans maintenant alloue chaque année un budget de 500 000 euros pour financer les travaux. Ça a été dit jeudi sur cette antenne par les responsables du fonds. Déjà, sans cette subvention, le fonds n'aurait pas pu mener le programme tel qu'il a été mené, en tout cas avec cette vitesse-là. Exactement. Nous tirons 350 000 euros par an du Phonéton. Effectivement, vous avez raison, on aurait fait plus modeste et moins rapide. Mais là, c'est pour ça que je parle de modèle économique. Bien sûr. D'où votre regret, Michel Tancresse, qu'une même subvention ne puisse pas être allouée pour les actions spécifiquement dédiées au Rarabar. Alors, je crois qu'effectivement, la reconnaissance internationale du Rarabar, ça serait une grande victoire pour nous. Et ça, il faut que tous les gens se mobilisent, aussi bien en diaspora, parce que nous avons beaucoup d'élus dans différentes communes. Il faut faire passer des motions, voter des motions aux conseils municipaux pour la reconnaissance internationale du Rarabar, parce que ça serait à la fois pour l'économie, ça serait bien, et puis également pour la paix. Je pense que nos voisins de l'Est nous regarderaient de manière différente si on était reconnus au niveau international. Alors quand vous dites nous, c'est vraiment nous, parce que vous j'habite au Rarabar depuis combien de temps maintenant? 10 ans, et j'habite là-bas jusqu'à la fin de ma vie. Donc un Rarabarti d'adoption et qui a vraiment planté ses racines sur le terrain. Donc absolument. Vous êtes à pied d'œuvre toute l'année et vous suivez, vous mettez en place les programmes. Donc ces lieux communautaires, nos centres communautaires, ce qu'on veut, c'est avant tout un centre de vie avec l'animation, possibilité des gens de la commune de se regrouper, de faire des réunions, de faire venir dans ce centre qui est une fois un spécialiste de l'agriculture qu'on a au niveau de la région, un spécialiste vétérinaire pour que les gens puissent échanger, communiquer entre eux. Il y aura bibliothèque, dispensaire, mairie, mais se mettre au service des gens de la cité. Alors ça paraît un petit peu étonnant qu'un tel lieu ait dû être construit de toutes pièces, qu'il n'y ait pas eu jusqu'à présent des espaces dédiés comme ça à l'administration, à la convivialité, puisque c'est également des endroits où on peut faire un mariage, un anniversaire, enfin c'est des lieux de convivialité, mais c'est également l'endroit où sont regroupés, vous l'avez dit, les services, la mairie, les services administratifs, la santé. C'est-à-dire que c'était absent parce qu'il n'y avait pas les moyens, ou ça n'avait pas été pensé? Je pense qu'avant tout, c'était parce qu'il n'y avait pas les moyens. Il y avait après la guerre, tellement de choses à faire. Mais est-ce que ça répondait à une attente? Est-ce que ce système de regroupement de tous ces services en un même lieu répondait à une attente? C'est une attente des gens, effectivement, d'avoir un lieu où on puisse échanger, communiquer. Oui, Michel Padomian. Est-ce que je peux me permettre, nous qui sommes beaucoup sur le terrain, avant qu'un centre communautaire moderne et agréable existe, quand vous allez sur le terrain, vous alliez voir les mairies, on rentrait dans des locaux dont les parquets étaient défoncés, on nous amenait des chaises cassées, etc., etc. Comment voulez-vous que les gens sur place, pareil dans les écoles, comment voulez-vous que des parents et des enfants aient de l'espoir dans des lieux à moitié détruits, non pas parce ça leur fait plaisir de vivre dans ces lieux, mais tout simplement parce que, comme dit Michel Tancresse, il n'y avait pas de moyens. Il y avait des priorités, il y avait les frontières à défendre, une armée à équiper, une grande ville comme Stepanakert qui est aujourd'hui agréable, puis les autres villes, et ensuite il y avait les villages. Donc quand vous alliez dans ces bureaux de mairie défoncés, aujourd'hui ce centre communautaire offre un cadre d'espoir aux habitants, aux parents. Alors, je vais donner un exemple. Par exemple, à Mouchkapat, la mairie et le dispensaire, c'était un appartement de 2 pièces qui avait été dédié à ça parce qu'il n'y avait rien d'autre. Donc. Alors sur des projets comme cela, vous êtes acteur unique ou partenaire d'autres organisations? Parce que là, on parle de santé. Alors le fonds n'est pas vraiment dans le registre de la santé. Est-ce que vous êtes partenaire avec des organisations qui s'occupent plus particulièrement de... Le partenaire, déjà au niveau financier, c'est le gouvernement qui cofinance avec nous la réalisation de ces établissements. Mais bon,
Par exemple, j'ai besoin, on a fait les dispensaires, besoin de l'équiper, de finir de l'équiper complètement. On travaille avec une association qui s'appelle IMED. Et oui, qui elle vraiment agit sur le terrain au Rarabar dans le domaine médical, mais une organisation de France, IMED, de France, oui, dirigée par Jean-Michel Écarian, effectivement, qui a déjà eu qu'on a déjà eu l'occasion de recevoir sur cette antenne pour présenter ses programmes. Donc voilà, un partenariat qui se met naturellement en place puisque chacun a son domaine de compétences. Il s'agit pas de travailler sur un secteur qu'on maîtrise pas trop. Ça semble logique. Oui, des associations connaissent le Fonds arménien et ce qu'on y fait, et ça permet de faire un complément. On travaille, j'ai déjà travaillé également avec Femmes Courage, avec d'autres associations sur des projets précis. Ces lieux de vie communautaires, ces centres communautaires, depuis la dernière collecte, combien ont été ouverts? Au mois de mai dernier, on a inauguré le centre d'Aknarpur dans la région d'Adrout. Je précise parce qu'il y a 2 villages qui s'appellent Aknarpur, dans la région d'Askeran, dans la région d'Adrout. Et c'est bien fréquenté, quoi. Askeran qui vient de signer une charte d'amitié avec la ville de Bouc de Bel-Air. Je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, Michel Tancrez. J'en profite pour dire que toujours dans la même région, avec les Arméniens du Sud Luberon, une association qui s'appelle Arev, ils ont signé un protocole avec le village de Bertachen, dans la région de Mardouni, également pour apporter de l'aide. Alors, il y a aujourd'hui 4 villes qui sont ainsi liées par une charte d'amitié au Rarabar, avec Vienne, Bouc-Bel-Air, Penmirabo, Bourg-les-Valence, bientôt Valence, avec Stepanakert. Ce sont des villes dans lesquelles le Fonds arménien va peut-être moins intervenir puisqu'il y aura des actions qui seront menées dans le cadre du jumelage. Ça vous permet aussi d'agir ailleurs ou vous êtes partenaire dans ces actions? Je crois surtout, il faut être partenaire. Il faut une certaine coordination entre nos actions, être complémentaires. Et ça, c'est vraiment un plus, quoi. Oui, parce que ça, c'est une question qu'on se pose tout le temps. Est-ce qu'il n'y a pas de dispersion? Comment on fait pour coordonner les actions, pour ne pas découvrir qu'il y a déjà un projet qui est lancé, et alors on a déjà sur le papier tout prévu, et on se dit mince, alors c'était déjà pris en main. Est-ce que vous arrivez à avoir un regard global, alors sans doute avec la direction internationale du fonds qui peut-être supervise, arrive à suivre? Oui, vous avez raison. Il y a le fonds Ayastan à Erevan qui effectivement choisit les projets, va les étudier, et puis se rend compte du besoin, voire même élimine certains projets pour rendre prioritaire d'autres projets. Donc c'est clair que le fonds Ayastan joue son rôle. Après, j'ai l'impression que les besoins sont tellement immenses que quand je parle avec Chen, quand je parle avec l'UMAF, etc., on fait tous des choses qui trouvent leur complémentarité sur le terrain. Tellement le terrain est vaste, tellement les besoins sont énormes. Mais justement, quand je vous pose cette question parce que on se dit que ensemble, on peut arriver à de grandes réalisations et que seul peut-être, ça va être plus modeste. Et si on savait dès le départ que le Fonds arménien de France est sur un projet et puis que Chen est sur un autre projet ou la Croix-Bleue sur une école maternelle, se dire non, on va pouvoir le mener à bien plutôt que de renoncer en ayant une méconnaissance des actions voulues par les autres. Comment on fait pour savoir ce qui se passe? Excusez-moi de vous dire que votre intervention était un petit peu théorique. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des relations humaines aussi. Donc nous, effectivement, il y a une organisation un peu centralisée où nous savons où vont se faire les choses. Mais je me mets à la place de tous les amis et organisations dont on vient de parler. Ça se fait par des relations humaines, ça se fait par des voyages qui se font sur place. Un maire qui dit mais vous savez j'ai besoin d'une maternelle et regardez dans quel état elle est. Et donc tout d'un coup les femmes de la Croix-Bleue disent c'est pas possible. On vient de passer dans ce village, on vient d'être bien reçu. Ce village a un vrai potentiel. Allez, on y va. Et c'est 2 ans de travail, 3 ans de travail derrière. Mais alors, allez, on y va et on vient demander au fond s'il est partenaire. Comment ça peut se faire? Non. Chacun mène son projet. Mais vous voyez, dans le cadre des centres communautaires, c'est clair que nous, on sait pas gérer une bibliothèque. C'est le gouvernement qui va gérer la bibliothèque quand nous, on va investir sur les livres.
le centre, le dispensaire, c'est pas nous, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, qui pouvons assurer. Donc il y a des relais. On a une chance exceptionnelle de voir Michel Tancresse sur place. Il est de langue française. Il est en relation avec toutes les organisations françaises. Donc lui, entre autres, fait la coordination. Il joue son rôle de coordinateur. Et n'oublions pas que au démarrage du fonds, c'était quand même l'objectif, c'était de fédérer à la fois des différentes associations, des grands partis politiques. Donc ça, dans le fond, il y a des représentants de ces différents partis, de ces différentes associations. Pas de réunir, en tout cas, pas de fédérer, de réunir des représentants de chaque organisation. Alors, on a parlé des maternelles. Michel Tancresse, c'est aussi un programme qui se poursuit sur le terrain. Oui, absolument. Les maternelles, donc moi j'ai écrit la dernière fois que les maternelles, il y en a 11 qui sont, par exemple, du home. Donc moi, il y a besoin d'un complément de mobilier dans une de ces maternelles, on le fait, le Fonds arménien continue. Mais le Fonds a un programme spécifique sur les maternelles quand même, en dehors de ce soutien apporté à d'autres associations. Hein. C'est parce que c'est quand même... Oui. Alors, de la reconstruction, de la construction également, du neuf. De la construction, rénovation, pas trop, c'est le gouvernement. C'est plutôt de la construction. Et l'ameublement aussi bien l'appareillage électrique, tout, les jouets, tout l'ensemble. Alors, pour nos auditeurs, c'est un petit peu compliqué s'ils suivent aussi par ailleurs sur les différents médias les actions menées par les fonds, parce qu'on voit souvent qu'une école a été inaugurée par le Fonds arménien. Il faut toujours regarder lequel, alors des États-Unis, du Canada, d'Argentine, parce que il y a souvent des écoles qui sont construites en hommage à une personne, c'est des legs qui sont dédiés, aussi, et donc ce sont des écoles qui sortent de terre pour justement rendre hommage ou pour en souvenir d'une personnalité de la communauté disparue. En France, est-ce qu'on a des écoles qui ont été construites de A à Z? On pourrait dire là à nos auditeurs, si vous allez au Radabar dans tel village, arrêtez-vous parce que l'école, elle a été construite par le fonds. On parlait de maternelle, donc on a, pour la mémoire d'Emmanuel Delabarre, construit une maternelle de 80 places à Rouzé-Chartard, dans la région de Mardoni. Également à Sos. Redire qui était Emmanuel Delabarre quand même. Emmanuel, c'était le bras droit de Michel Pazoumian. Et on avait fait ensemble différentes missions au Ralabar sur le terrain pour voir l'expression des besoins. Disparu ensemble. Il y a 2 ans, je crois. 5 ans maintenant. 5 ans maintenant. Malheureusement. Le temps passe vite, effectivement, malheureusement. Donc, un de vos amis proches et qui avait grandement contribué à la réussite des actions du fonds sur le terrain. Donc, cette école, au nom d'Emmanuel Delabarre, qui symbolise vraiment concrètement les actions du fonds. Et cette année, au même endroit, on a construit un stade de mini-football, toujours au nom d'Emmanuel. Et puis, puisque Asmik pose la question, n'oublions pas qu'au mois de mai prochain, nous allons inaugurer un centre communautaire à Garmil-Shuga au nom de Eddy Jololian, qui est fondateur de la troupe Navasart et malheureusement décédé il y a 1 an. Donc ce sont des actions qui prolongent la vie des donateurs, leurs souvenirs, et qui donnent l'espoir et redonnent vie à des populations, à des enfants. Là on parle des écoles. Donc, qui sont effectivement, c'est idiot de le dire à chaque fois, mais c'est l'avenir d'une nation. À chaque fois qu'on fait une action, on met toujours une plaque financée par le Fonds arménien de France et le nom du donateur. Le donateur principal, en tout cas. Et on envoie des photos et des lettres de remerciement à chaque donateur. Asfik, si vous le permettez, bien sûr. Vraiment, on peut rendre hommage à une communauté de plus en plus solidaire et de plus en plus impliquée dans le développement de l'Arménie, en tout cas les villages d'Arménie et du Karabakh. Je suis admiratif. Malheureusement, nous enterrons tous nos parents, beaucoup de nos parents, bien sûr, âgés. Et il y a multiplication aujourd'hui d'actions au lieu de fleurs, collecte de fonds, et donc des classes à partir de 3 000, 5 000 euros. Nous équipons des classes entières avec du mobilier neuf pour ces enfants, pour qu'ils aient un vrai espoir de vie. Et il y a en permanence des plaques qui sont apposées sur les portes de ces écoles, de ces classes. Oui, c'est intéressant de répéter. Pour 3 000 euros, on peut équiper une classe entière. Tout à fait. Donc, 3 000 euros. Parce que ça paraît peu au regard du coût de la vie ici en France. Mais dans tous les enterrements qui ont eu lieu encore récemment,
je veux dire, il y a eu une solidarité et nous sommes arrivés à ces montants-là. Éventuellement, si on est à 2 000 €, nous complétons par un don dédié. Donc c'est important de le redire, pour prolonger le souvenir. Et en plus, on fabrique sur place, donc ça fait travailler des gens. Et ça fait travailler des gens, mais en plus, pour prolonger le souvenir des personnes qui vous sont chères, je lance cet appel à nos auditeurs, ils peuvent ainsi, pour une somme qui est finalement abordable pour la France, 3 000 €, une famille peut se rassembler. Les familles et les amis de cette famille qui viennent à pour marquer comme des ça parents, le souvenir d'une personne disparue. Alors, nous allons poursuivre cette émission. Je le disais, nous irons en région et nous serons également en ligne avec le président du Fonds arménien de France, Bedros Terzian. Mais je voudrais revenir sur les parrains de cette année, Adriana Karambeu et Patrick Fiori. Je disais Patrick Fiori qui était sur notre antenne, mais qui a été très actif aussi puisqu'il a lancé les opérations jeudi matin au centre de Cachan. Il y est retourné pour passer des appels. Il sera aujourd'hui à 14h au centre d'appel de Marseille. Donc on imagine que ça va être l'émeute. Il chante ce soir sur la scène du Dôme, je crois, à Marseille. Je ne veux pas m'avancer. Et donc des parrains comme ça qui s'engagent année après année. Vous l'avez dit, Adriana Karambeu était allée sur le terrain pour faire un peu le tour des grands chantiers, on va dire, avec son époux, Aram Ohanian. Elle a découvert une réalité qui ne lui est pas étrangère, puisque faut quand même rappeler que Adriana Karambeu vient de Slovaquie. Elle est slovaque. Et elle a écrit un livre, ce pays qui n'existe plus. Alors, effectivement, c'était très amusant sur le terrain parce que elle faisait des comparaisons permanentes, parfois sur les paysages, sur les bêtes. Nous avons les mêmes bêtes et sur les fromages. Je viens de goûter tel fromage, mais c'est exactement tel fromage. Et puis elle donnait le nom d'un fromage slovaque. Nous avons exactement le même fromage tressé, etc. C'est clair que ce sont des pays de montagne. Les deux sont des pays de montagne, et elle-même est d'une région d'une région montagneuse. Alors je le disais, nous sommes en ligne avec le président du Fonds arménien de France, Bedros Terzian. Bonjour. Bonjour. Alors bienvenue sur l'antenne d'AIPFM pour dresser un premier bilan de la collecte 2014. Cette année encore, c'est un succès, c'est-à-dire que les particuliers qui ont été contactés par les bénévoles sont au rendez-vous. Comment ça se passe? Écoutez, on a eu de grandes frayeurs avant-hier au démarrage sur Marseille et puis hier à partir des centres d'appel ici, parce que il y avait eu un petit problème technique, que le courrier, notre journal n'était pas parvenu à tout le monde, et donc on était en retard au niveau des chèques reçus ici, et ça nous a fait vraiment très peur. On a commencé le premier jour avec moins 30% par rapport à l'année dernière à la même époque. Mais on a bien travaillé, les bénévoles vraiment ont parfaitement travaillé, et on a remonté la pente ces 2 derniers jours. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est à plus 2%. C'est extraordinaire par rapport à l'année dernière. Les donateurs sont fidèles, les donatrices sont fidèles. Souvent, ils augmentent même un petit peu leurs dons de l'année dernière, ce qui explique le bon score. Alors, juste un détail. Bien sûr, comme c'était des journées de travail, jeudi, vendredi, on a surtout appelé les professionnels, les entreprises, et donc on est très en avance par rapport à l'année dernière dans ce secteur-là, les professionnels. En revanche, on a consacré moins de temps aux particuliers, donc on est un petit peu en retard sur ce secteur, mais on va se rattraper, c'est le week-end, et donc ces 2 jours vont être consacrés plutôt aux particuliers. Et j'espère qu'à la clôture, demain soir, on pourra vous annoncer de beaux chiffres. Alors vous pouvez nous rappeler, Bedros Terzian, le montant de la collecte de l'an dernier? Alors l'an dernier, on avait terminé avec 1 240 000 sur la France, 1 400 000 et quelques sur l'Europe. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est à 1 300 000, pardon, 1 3 000. Lapsus très révélateur, oui. Vous avez noté, n'est-ce pas? 1 300 000 sur l'ensemble de l'Europe, dont 960 000 sur la France. Effectivement, Bedros Terzian, vous faites bien de parler de l'Europe, parce qu'il faut rappeler que les opérations ont lieu en même temps en Allemagne, en Suisse et en Belgique. Voilà, l'Allemagne et la Suisse ont déjà démarré hier.
La Belgique et la Grèce démarrent aujourd'hui. Ce sont des petites communautés, bien sûr. Donc, un week-end suffit pour faire le phonéton dans ces deux pays. Et nous serons tout à l'heure en direct avec les responsables du fonds en Suisse et en Allemagne pour faire le point sur l'action qui est menée maintenant depuis combien de temps ça a quitté les frontières de la France? Écoutez, vous avez raison de souligner ça. D'abord, le phonéton est devenu international, européen. En dehors de l'Europe, il y a des phonétons aussi dans d'autres pays, en Argentine par exemple, en Australie, au Liban, il y a un radioton que vous connaissez sans doute. Donc, on a été les précurseurs, on est fiers de ça. C'est une invention française, donc on peut être fiers. Effectivement, et il y a le fameux Téléthon aux États-Unis, puisque voilà, le Téléthon est plus ancien que le phonéton. Une télévision arménienne. Voilà, et il aura lieu ce jeudi, là. C'est la journée de Thanksgiving aux États-Unis. C'est de la tradition de faire le Téléthon ce jour-là aux États-Unis et en Amérique du Nord en général. Alors Bedros Terzian, cette année, exceptionnellement, le président du Radabar, Bako Sahakian, était présent au centre d'appel de Cachan. Il a fait donc le détour par la France. Il est en général présent pour le Téléthon aux États-Unis. Cette année, il vous a fait le plaisir d'être parmi vous. Oui, il est venu à la tête d'une délégation importante. Il y avait le primat du Radabar, Monseigneur Barkev, qui était avec lui. La ministre de la Culture qui était avec lui également, ainsi que le ministre de la Santé, son adjoint, etc. Et ils ont été vraiment impressionnés par la technicité du phonéton, je n'ai pas d'autre terme, et la mobilisation humaine, parce que toutes les salles étaient pleines ici à Cachan de bénévoles qui appelaient dans tous les sens. L'outil informatique qu'ils ont découvert les a beaucoup impressionnés. C'est vraiment au fil des années un outil très sophistiqué. Chaque année on apporte des améliorations techniques, ce qui rend le travail plus efficace et plus agréable. Donc ils étaient très impressionnés. Et puis surtout ils ont vu, je crois que c'est ça qu'il faut souligner, ils ont vu le travail de fourmi qui est accompli en diaspora, parce que finalement le phonéton est un exemple parmi des milliers d'autres actions menées en diaspora par des centaines et des milliers même d'associations en diaspora. Chacun travaille de son côté, des associations sportives, culturelles, etc. Et c'est ça qui les a beaucoup impressionnés. Ce n'est pas de l'argent qui tombe du ciel, c'est de l'argent que les bénévoles en diaspora vont collecter, chacun à sa manière. Effectivement, donc, je crois que cet aspect-là était très important pour les Radapartis, aussi bien que d'ailleurs pour les Rayastanti, de découvrir que la diaspora, c'est du travail, c'est vraiment du bénévolat. Alors peut-être profiter de votre intervention sur l'antenne d'APFM pour remercier tous ces bénévoles qui se mobilisent année après année pour cette opération de phonéton. Absolument. Il y a d'un côté la fidélité des donateurs, donatrices, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais également la fidélité des bénévoles qui viennent et qui reviennent tous les ans. Et puis ça aussi c'est un facteur de succès parce que vous savez, au fil des ans, elles apprennent à mieux parler au téléphone, à mieux se présenter, les projets, et ça aussi je pense que ça contribue à la réussite. N'oublions pas que c'est la 6e année de crise économique quand même, et réussir malgré cela à progresser, enfin croisons les doigts. Pour le moment nous progressons, j'espère que ce sera le cas à la clôture, mais en dépit de la crise, progresser ne serait-ce que de 2-3%, je pense que c'est vraiment une prouesse qui est due aux bénévoles, leur fidélité, et aux donateurs, leur fidélité. Alors peut-être un petit rappel technique, les appels sont rendus possibles aussi d'un point de vue technique, là uniquement grâce à la Fondation Orange qui est partenaire de cette opération depuis plusieurs années. Depuis le début, oui. Alors rappelez le numéro de téléphone que les auditeurs peuvent composer aussi, sans attendre que des bénévoles les appellent, le 0810 24 24 24, le même numéro depuis la mise en place de cette opération pour bien fidéliser aussi les donateurs potentiels. Donc c'est encore une fois une question de partenariat et de travail collectif. Voilà, n'attendez pas qu'on vous appelle, parce que surtout si vous allez vous déplacer, c'est le week-end, il fait beau, on est content pour vous,
Mais n'attendez pas qu'on vous appelle, prenez l'appareil, faites ce numéro qui vient d'être indiqué, 08 10 ou 0810 si vous préférez, 24 24 24, faites votre don et puis partez en week-end, la conscience tranquille, le devoir fait. N'attendez pas, l'Arménie, le Rarapa, les Arméniens de Syrie ont besoin de vous. Effectivement, Bedros Terzian, vous faites bien de préciser en conclusion que les Arméniens de Syrie ont besoin de nous. Je ne vous entends plus, le retour est coupé. Ah, alors je vais rendre l'antenne donc à Bedros Terzian, donc qui indiquait à l'instant que les Arméniens de Syrie ont besoin de nous. Petite parenthèse qu'on va faire là ce matin parce qu'on ne peut pas rentrer dans le concret, mais dire qu'une partie des dons qui vont être collectés cette année iront aux Arméniens de Syrie. 100 000 euros seront destinés aux Arméniens de Syrie. Ça fait 2 ans et demi maintenant que nous menons cette action. 250 000 euros ont déjà été envoyés. Donc à Alep, on nous a demandé à nous, Arméniens de France, de financer les salaires des professeurs, de manière à ce que l'école puisse continuer, malgré le chaos. Donc c'est ce que nous faisons. Nous savons que l'argent arrive. On a encore eu des preuves récemment, puisque le comité unitaire local nous a... la cellule de coordination. La cellule de coordination a bien dit que ces sommes étaient réparties entre toutes les associations, sans distinction et de religion ou quoi que ce soit. N'oublions pas non plus qu'il y a eu l'événement de Kessab, il y a quelques mois, et nous sommes aussi mobilisés, donc une partie des sommes sont parties à Kessab. Alors, on a retrouvé Bedros Terzian qui ne nous entendait plus, qui voudrait donc poursuivre sur l'aide apportée à la Syrie. Bedros Terzian, c'est à vous. Allô ? Allô ? Oui, on vous entend. Oui, je vous entends très mal, mais je vais vous parler de la Syrie. Oui. J'étais au Liban il y a une dizaine de jours et j'ai profité de l'occasion pour rencontrer des responsables qui s'occupent donc de la Syrie, d'Alep, des réfugiés, de Kessab, dont certains qui venaient juste d'arriver à Beyrouth en venant d'Alep. Alors, je peux vous témoigner de leur gratitude. L'argent est bien reçu. Il est bien réparti de manière équitable, égalitaire, entre les différentes communautés qui vivent à Alep, à Kessab, en fonction de leurs besoins. Alors, il y a les besoins en matière scolaire, c'est-à-dire qu'il faut maintenir les écoles ouvertes, donc il faut payer les enseignants, bien entendu, mais souvent aussi aider les enfants qui ne peuvent plus payer. C'est le secteur que nous avons choisi, Fonds Arménien de France, nous aidons les écoles, et donc sur le terrain, j'ai eu la preuve que l'aide parvient à destination et qu'elle est bien gérée par l'organisme unitaire qui a été créé par les Arméniens de Syrie, et toutes les tendances, toutes les communautés sont représentées. Alors, il y a un autre volet de l'aide, c'est le volet médical, si vous voulez participer. Il y a le volet également de l'aide aux personnes, les gens qui n'ont plus de boulot, qui n'ont plus de maison parfois, et justement, il y a le quatrième volet, c'est la reconstruction de ce qui est détruit. Alors c'est surtout le cas à Kessab, heureusement la paix est revenue, et ce sera, j'espère, le cas bientôt à Alep. Voilà les détails que je peux vous communiquer sur la Syrie, c'est tout frais. Merci Bedros Terzian donc pour votre intervention et pour ces dernières informations concernant la situation en Syrie et les précisions pour cette partie de l'aide qui va directement aux Arméniens de Syrie. Merci. Merci à la radio, merci beaucoup. Au revoir. Alors, nous poursuivons avant de vous redonner la parole, Michel Pazoumian et Michel Tancrez, avec les personnalités que nous avons au téléphone, et nous sommes en ligne avec François Rochebloine, président du Cercle d'amitié France-Rarabar. Bonjour François Rochebloine. Bonjour. Alors bonjour. Il était légitime que vous interveniez sur cette antenne puisque l'on parle de l'action menée par le Fonds arménien au Rarabar. Michel Tancrez le disait tout à l'heure, lorsque la reconnaissance internationale du Rarabar sera enfin une réalité, d'autres moyens seront mis à la disposition de ses habitants pour mener à bien d'autres projets. Pour l'heure, on n'en est pas là, mais quand même, grâce à votre association d'élus français, le Cercle d'amitié,
la situation évolue et vous êtes actuellement au centre d'appel de Lyon pour apporter votre soutien, François Rocheblonne. Oui, bonjour à tous les auditeurs, et puis d'ores et déjà je fais appel aux dons à tous ces auditeurs qui n'auraient pas encore donné, mais je suis persuadé qu'ils vont donner, et effectivement je suis très heureux de pouvoir participer une nouvelle fois à cette opération. L'an passé, pour des problèmes de santé, je n'avais pu participer à cette opération. Le résultat a été très bon l'an passé, je ne doute pas qu'il le sera également cette année. Alors c'est vrai que, bien sûr, ces dons vont en direction de l'Arménie, vont en direction du Ralabar, mais je peux dire vraiment à tous les auditeurs que le Ralabar est en pleine transformation. Il ne demande qu'une seule chose, c'est la paix et encore la paix. Quand on voit aujourd'hui le drame, et j'ai une pensée pour ces militaires qui sont tombés, qui sont morts dans l'attentat commis par les Azéris il y a quelques jours de cela, l'hélicoptère qui a été abattu, pardon, je cherchais le mot, abattu, oui. Et puis penser pour leur famille, effectivement, et alors que aussi bien l'Arménie, mais les dirigeants du Ralabar font tout pour que le cessez-le-feu soit respecté. Moi, je me suis rendu dans les tranchées, j'ai pu voir dans les conditions dans lesquelles, les militaires œuvraient, ce qui n'était pas toujours facile. Malheureusement, la même attitude n'est pas celle des Azéris aujourd'hui. Alors, c'est vrai que là aussi, c'est un appel à la paix que je lance. La France a accueilli un sommet avec les deux présidents, le président Aliyev et le président Sargsyan. Des engagements ont été pris. Malheureusement, les Arméniens les ont respectés, et sitôt le dos tourné, l'Azerbaïdjan n'en fait pas autant. Oui. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je suis très heureux de voir que notre cercle se développe. Il y a bien sûr de nombreux députés qui sont allés au Ralabar, qui sont blacklistés donc en Azerbaïdjan, mais ça c'est pas un problème, ça ne nous gêne pas, à vrai dire. Au contraire, ça nous rend presque fiers. Et puis il y a des sénateurs, des anciens députés, anciens sénateurs, et puis nous avons voulu, avec notre ami Ovanes, l'ambassadeur du Ralabar en France, nous avons voulu élargir, et maintenant il y a des maires. Cette semaine, lundi j'étais à Valence, et nous avons accueilli, on peut dire, la signature du maire de Valence, Nicolas d'Aragon, très heureux, encouragé par Annie Colaxizian-Romy, un docteur, et qui aujourd'hui permet d'avoir encore un maire supplémentaire, une charte d'amitié bientôt être signée avec Stepanakert. Donc je crois qu'aujourd'hui il y a 6 villes qui sont pratiquement ou ont signé ou en passe de lettres avec des villages ou des villes, donc comme Chouchi et comme Porte-les-Valence, et donc avec et puis Stepanakert avec Valence dans quelques jours sans doute. Donc c'est tout à fait très positif, et je souhaite d'ailleurs que nous allions beaucoup plus loin, que nous nous tournions vers le monde économique, vers le monde culturel, vers le monde sportif. Enfin, toutes celles et tous ceux qui œuvreront, que je souhaite qu'ils œuvrent avec nous pour que nous puissions faire pression, au niveau de la communauté internationale, pour que l'Artsar, soit reconnu officiellement. Eh bien, merci François Rocheblonne. Alors, je rappelle que vous êtes en direct du centre d'appel de Lyon, et vous vous trouvez à côté de Nicole Minassian, la responsable du fonds. Absolument, je vais vous la passer. Alors, vraiment, je voudrais remercier, vous voyez, Orange d'abord, qui participe régulièrement à l'opération, et puis remercier toutes ces personnes, beaucoup de jeunes qui sont là tout autour, devant leur écran, et qui appellent. Alors quelquefois, moi je commence, mais c'est pas que j'ai eu des refus jusqu'à maintenant, mais malheureusement, il faut rappeler parce que la personne ne sont pas là, et ça c'est toujours très difficile pour joindre tout le monde, même lorsqu'on en a des portables. Voilà. Merci François Rocheblonne pour votre intervention. La radio, encore une fois, je lance un appel à tous les auditeurs pour qu'ils répondent présents, à cet appel. Et je vous passe Nicole Minassian. Ou bien qu'ils appellent le 0810 24 24 24 sans attendre. Allez, je vous embrasse. Merci. Tous. Quittez pas. Alors, nous allons donc prendre Nicole Minassian, mais on me signale en régie. Bonjour Nicole Minassian, juste une parenthèse. On me signale en régie que nous avons reçu un appel d'Argentine. Nous sommes suivis sur Internet, car je rappelle que vous pouvez suivre cette émission également en direct sur Internet, sur le site radio-ipfm.com, et vous retrouverez dans quelques jours cette émission en images lorsque elle sera mise en ligne. Et dans l'immédiat, les auditeurs dans le monde entier peuvent se joindre à vous, à nous, et aussi soutenir
soutenir les actions qui sont proposées ce matin par le Fonds. Alors Nicole Minassian, comment se passent les opérations à Lyon ? Alors, il se passe très bien. Nous avons fait aujourd'hui le plein de bénévoles. Tous les postes sont occupés, ils chauffent, ils sont tout rouges. Et nous avons non seulement la quantité, mais aussi la qualité en matière de bénévoles. Et puis, nous avons une grande nouveauté cette année, c'est que nous avons des locaux, des nouveaux locaux. C'est que nous sommes toujours chez Orange, mais dans une grande salle cette fois, parce que les années précédentes, nous étions un petit peu entassés dans une petite salle, mais là, une grande salle de conférence, la grande salle de conférence de France Télécom, avec un matériel d'enfer, et notamment aussi la projection vidéo sur grand écran, ce qui nous permet de ne pas être isolés sur Lyon, et de voir les autres centres d'appel en temps réel, comment ça se passe, etc. Et puis nous avons pu également être en connexion avec les autres centres d'appel, puisque nous avons reçu hier le consul d'Arménie à Lyon qui a pu s'exprimer et parler aux autres centres d'appel. Aujourd'hui donc François Rochebloine qui a aussi pu s'exprimer. Donc voilà, donc tout fonctionne à merveille et nous sommes ravis. Le tout nouveau consul, parce que le consulat est tout récent. Alors je précise, Nicole Minassian, que vous êtes en ce moment en direct sur l'antenne d'APFM, mais également sur l'antenne de Radio A et de Radio Arménie, puisque les 3 radios arméniennes de France diffusent ce phonéton. Oui. Donc vous pouvez lancer un appel directement aux Lyonnais et à la région Rhône-Alpes pour les inviter donc à se précipiter, peut-être pour soutenir, relayer les bénévoles ou tout simplement venir vous saluer, apporter leurs dons dans vos locaux. Alors, indiquez l'adresse. Alors, l'adresse, donc, c'est 58 rue Abbé Boisard, donc dans le 3e arrondissement de Lyon. Au niveau des bénévoles, comme je vous l'ai dit, nous avons fait le plein, donc c'est un petit peu difficile de faire plus. Ceci dit, ce matin, donc nous sommes vraiment pleins. Là, cet après-midi, il y a quelques postes vacants, donc des bénévoles volontaires qui ne se seraient pas encore inscrits peuvent venir nous rejoindre. Et bien entendu, nous accueillons tous les visiteurs qui veulent bien venir nous voir un petit peu comment ça fonctionne, parce que c'est quand même une belle opération à la fois humaine et technologique. Et donc je crois que c'est quand même très intéressant. D'ailleurs, je crois que le consul d'Arménie qui est venu hier ne s'attendait pas à ce niveau de technologie. Il a été très impressionné. Eh bien, merci. Donc nous invitons toutes les personnes qui veulent venir nous rejoindre, bien sûr, à venir sur le phonéton. Et si en plus ils viennent avec des chèques, nous ne les refuserons pas. Bien, l'appel est lancé. Merci Nicole Minassian et bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne journée. Opération de collecte de fonds. Alors nous allons sans plus tarder en Allemagne, à Francfort, je crois, exactement. Non, pas du tout, en Allemagne. Donc, nous retrouvons le responsable de la collecte de fonds pour l'Allemagne, Gilbert Montdian. Bonjour. Allô, Gilbert Montdian est en ligne. Est-ce qu'il nous entend? Nous n'avons pas de retour. Le temps de reprendre la communication avec Gilbert Montdian, donc, qui est responsable de la collecte de fonds qui a lieu en même temps également en Allemagne, c'est-à-dire que la communauté arménienne d'Allemagne est contactée au même titre que les Arméniens de France, de Suisse et de Belgique, on l'a dit cette année encore. Alors, Gilbert Montdian, non? Alors, tout à l'heure. Ils sont présents au centre de Cachan. D'accord, en fait, ils sont physiquement présents au centre de Cachan. Ils utilisent le dispositif mis en place ici pour appeler en Allemagne. Il y a 16 personnes. Je voyais ça directement en Allemagne. Oui, Michel Pazoumian. Aspic, est-ce que vous me permettez de faire une petite précision suite à l'intervention de Monsieur Rochebloine? Non seulement les collectivités françaises commencent à avoir donc des reconnaissances politiques, mais je voudrais souligner, parce que je travaille beaucoup en Espagne, je voudrais souligner le fait que je n'arrête pas de féliciter mes amis espagnols. 2 autonomies, dont le Pays Basque, ont reconnu le Karabakh. Et récemment encore, la communauté de Navarre a lancé un appel international pour que le Karabakh participe aux négociations. Vous savez que c'est un vrai problème dans le cadre du groupe de Minsk. L'Arménie et bien sûr l'Azerbaïdjan sont face à face avec tous les 3 représentants internationaux, mais pas le Karabakh. Et moi, je n'arrête pas de féliciter mes amis espagnols. Alors, nous allons poursuivre la tournée des régions et des pays. Alors, nous sommes en ligne maintenant avec
Gilbert Montdian? Gilbert Montdian, bonjour. Allô? Allô, oui? Oui, bonjour Gilbert Montdian. Bienvenue sur l'antenne d'AIPFM. Alors vous êtes en train de passer des appels au centre de Cachan, mais à destination de l'Allemagne. D'accord. Alors cette année encore, donc oui. Vous êtes venu avec des bénévoles d'Allemagne. Dites-nous un peu comment ça se passe pour vous, combien vous êtes et comment ça se passe. Dites-nous. Alors, nous sommes venus avec 18 jeunes filles et garçons qui sont arrivés de l'Allemagne. Et on partit depuis 1993, c'est déjà fondé le Fonds arménien d'Allemagne. Et on parle depuis 2000 pour le Phonéton qui se trouve en France. Et nous sommes arrivés jusqu'à maintenant plus que 150 des jeunes bénévoles que maintenant de toute la ville on participe au Phonéton. À part l'aspect financier, c'est une expérience unique pour les jeunes gens qui viennent de l'Allemagne. Et vous savez, ils font la connaissance avec des jeunes gens arméniens de France ou bien de Suisse, etc., etc. Et grâce au Phonéton, on a eu déjà 2 mariages qui ont fait que la connaissance avec les jeunes gens qui se trouvent là. Ils sont très très fiers de venir chaque année et participer pour le Phonéton. Ah, ça c'est des histoires qu'on aime bien entendre, ça, tout le monde sourit. Effectivement, c'est des anecdotes qui montrent que, bon, ces actions qui sont menées, qui sont pas faciles parce que ça demande beaucoup d'énergie, il y a un aspect humain, très très important. Gilbert Montdian. Et vous savez aussi, je voulais bien personnellement remercier au Fonds d'Arméniens de France, et spécialement le président du Fonds arménien Bedros Tezian qui nous donne cette occasion de participer depuis 14 ans. Et non seulement aux Allemands, mais aussi pour les autres villes européennes qui participent comme Hollande, la Suisse, Belgique, etc. Et aussi, on a aussi une parallèle avec le Fonds arménien de France, par exemple des projets qu'on fait pour les Arméniens de Syrie, etc. Moi-même, j'étais avant 2 à 3 semaines à Beyrouth et j'ai amené avec ça c'est très bien aussi en allemand parce que le nom Fonds arménien en allemand chez les Allemands c'est très très connu et ils ont aussi beaucoup de confiance à nous pour le Fonds arménien. Notre bénévole, c'est 30%. 30%, je veux vous dire que sont des Allemands. Ils ont aucun avec les Arméniens, etc. Alors, en allemand, le Fonds arménien est très, très connu de la part des Allemands. Et ils ont fait avant 2 mois, des 40 tonnes, vous voyez, 40 tonnes, des habillements, des nourritures, etc., etc. Et moi-même, j'ai amené ces 40 tonnes avec le container à Beyrouth. Et on a partagé à 400 familles. Dans 2 jours, on a partagé. Et ça a très, très bien réussi. Vous voyez, c'est la même chose aussi fait la France financièrement. Et nous aussi, je suis très, très fier de travailler avec le Fonds arménien de France. Et je remercie encore une fois qui nous donne l'occasion pour participer au fond, pour le Phonéton en France. Eh bien, merci Gilbert Montdian pour votre témoignage et bonne continuation pour les actions qui sont menées en Allemagne. Alors, c'est très intéressant ce que venait de dire Gilbert Montdian, qu'en Allemagne, 30% des bénévoles, des personnes qui sont membres du fonds, enfin qui travaillent pour le fonds, sont allemands. Et des donateurs aussi. Donc effectivement, il y a une autre façon de vivre la communauté dans un pays comme l'Allemagne. Mais ça veut dire qu'en étant moins nombreux, on s'ouvre peut-être plus facilement. On est obligé, j'ai envie de dire, d'aller chercher les autres, et on trouve un accueil favorable. Donc c'est encourageant pour les bénévoles ici en France qui se disent, on peut aussi solliciter les non-arméniens, comme on dit, et on aura un accueil favorable. On le fait, bien sûr. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Michel Tancresse, vous n'êtes toujours pas naturalisé Rarabarti, non? Vous n'avez pas encore changé d'identité. Dans la reconnaissance internationale. Alors, nous poursuivons ce tour des centres d'appel avec Toulouse, où nous retrouvons Gérard Karakosian.
si je ne me trompe pas. Gérard Caracosion, oui, bonjour. Vous qui êtes en ligne, bonjour. Bonjour. Alors, cette année encore, Toulouse est sur le pont, on va dire, pour cette opération du Fonds arménien. Le Phonéton, comment ça se passe chez vous? Alors écoutez, ça se passe plutôt bien. Là, pour l'instant, on a 5 opérateurs, mais à midi, je crois qu'on va être 12, et demain 12. Ça se passe plutôt bien. Le jeudi, vendredi, on a eu pas mal de monde pour les appels, parce qu'en fait, ce sont pas uniquement des gens d'origine arménienne qui viennent pour les appels. On a des étudiants d'une école qui s'appelle l'ISEG, qui est une école de gestion, qui viennent nous aider. Et puis on a aussi des personnes de la Maison des droits de l'enfant avec lesquelles on a des relations à Toulouse, qui traitent des dossiers d'enfants en difficulté sur la région. Et donc ça se passe plutôt bien. Voilà, l'ambiance est conviviale, les résultats sont au rendez-vous. Je crois qu'il y a plus que 140 donateurs qui n'ont pas été appelés, mais il nous reste pas mal de prospects, il y en a 1400, donc on a du travail sur la planche. C'est intéressant ce que vous expliquez, Gérard Caracosion. Ça veut dire qu'à travers cette opération du Phonéton, il y a une solidarité qui se met en place entre différentes structures, différentes communautés, des gens qui a priori ne seraient pas sensibles à cette aide à apporter à l'Arménie et qui sont à vos côtés. Mais il y a une explication à ça, c'est que en région toulousaine ou dans le sud-ouest, il n'y a pas énormément de familles arméniennes, et l'association l'Amicale des Arméniens de Toulouse est une application extrêmement ouverte sur les autres à Toulouse. Donc on a des relations avec les Bulgares, avec les Grecs, avec les Alévis, avec d'autres associations qui sont purement locales, et nous sommes intégrés dans des œuvres un peu caritatives qui en région qui n'ont rien à voir avec les Arméniens, et ça nous permet en fait d'avoir un réseau ouvert. D'entraide collective, c'est-à-dire que vous-même, vous pouvez être amené à apporter votre soutien à d'autres actions menées par d'autres communautés. Non, mais c'est ce que nous faisons. Moi-même, je suis dans une association qui s'appelle la Maison des droits de l'enfant à Toulouse depuis 15 ans, et j'œuvre dans cette association qui n'a rien à voir avec l'Arménie, sauf que, vous savez peut-être qu'à Toulouse, on organise un concert important chaque année en fin d'année, et on fait à peu près 20 000 euros de bénéfices, et la moitié de ces bénéfices partent en Arménie, et l'autre moitié reste à Toulouse, pour aider les enfants en difficulté à travers la Maison des droits de l'enfant. C'est ce qui nous a permis de créer des liens très forts avec, je dirais, des associations locales. C'est une très bonne initiative, effectivement, qu'on peut saluer et puis qui peut donner des idées à d'autres régions. C'est important de montrer qu'en travaillant ensemble, on retire les bénéfices de cette solidarité le moment venu. Absolument. Alors nous avons fait des émules, puisqu'à Strasbourg, il y a la même opération qui s'appuie sur la musique et qui donne de l'argent à des associations locales qui traitent de l'enfance. Et une autre partie part en Arménie à travers SPF1. Eh bien, merci pour votre témoignage, Gérard Caracosion. Je vous en prie. Bonne continuation pour la suite. Oui, merci de votre appel et je félicite tous les bénévoles sur le territoire national. Effectivement, on les félicite et on rappelle le numéro qu'on peut composer dès maintenant, le 0810 24 24 24, pour joindre sans attendre les bénévoles du fonds qui attendent votre appel et votre promesse de don. Merci, Gérard Caracosion. Oui, merci et bon courage. Au revoir. Alors nous allons poursuivre et conclure même ce tour des régions et des centres d'appel avec le centre d'appel de Marseille où nous retrouvons Lévon Jolakian. Bonjour. Bonjour. Alors Lévon Jolakian, on a eu le plaisir de vous avoir déjà en ligne jeudi matin dans l'émission de lancement des opérations du Phonéton à laquelle participait Patrick Fiori, le parrain de cette année avec Adriana Carambeu. D'ailleurs, nous l'attendons aujourd'hui à 14h30. Voilà, il a promis qu'il serait dans votre centre d'appel cet après-midi. Il était dans celui de Cachan jeudi. Et donc, il a apporté un soutien très actif, on le voit, à cette opération. Alors, vous nous disiez jeudi que vous aviez commencé la veille, depuis 2 ans, pour pouvoir... Nous avons commencé mercredi, oui. Comment ça se passe depuis jeudi? Eh bien, écoutez, la progression est constante jusqu'à aujourd'hui, donc tout s'est très bien passé. Nous avons régulièrement progressé et nous sommes actuellement à 275 000 euros environ, qui correspond au même chiffre que l'an dernier, malgré des dons l'an dernier, des gros dons qui étaient largement supérieurs. Par des petits dons, nous les avons rattrapés. Donc, ce qui veut dire que l'ensemble des donateurs et des gens que nous contactons se sentent un peu plus concernés d'année en année. Donc une mobilisation de plus en plus importante. Absolument. Ce matin, nous avons eu le plaisir d'avoir parmi nous tous les jeunes des Badani, de l'école Amaskaïne et du Norseroun qui sont venus nous épauler, ce qui fait que nous sommes une bonne 50aine pour 30 ordinateurs. Il y a un engouement extraordinaire.
Alors effectivement, année après année, on voit du côté des plus jeunes cette envie d'en être, d'être dans ces opérations du Phonéton. Oui. Le représentant du fonds d'Allemagne, Gilbert Montbian, tout à l'heure nous disait qu'il vient en France, donc puisque les opérations ont lieu de Cachan, avec des jeunes qui font des découvertes, des rencontres extraordinaires. Oui. Pour eux, c'est l'occasion de découvrir un monde qu'ils ne connaissaient pas, quoi. Donc, au-delà de la solidarité pour l'Arménie et le Radabar et pour la Syrie, des moments, des rencontres qui sont aussi... C'est un éveil, c'est un facteur d'éveil des consciences. Voilà, que chaque bénévole peut trouver lui aussi un bénéfice immédiat, humain, j'ai envie de dire, à cette participation, à cette opération de collecte de fonds. Absolument, oui. Donc, c'est important de le dire parce que c'est difficile comme travail. Il faut aussi... quand même pouvoir soi-même en retirer un bénéfice sur le plan moral, j'ai envie de dire. Toute chose, bien sûr. Sur le plan moral, évidemment. Eh bien, en conclusion, les Vondjelakian, chez vous, il fait très beau, donc on imagine que ça va... Il fait très beau, on est à Marseille, donc il fait toujours très beau ici. Donc les opérations, pour vous, elles s'arrêtent dans la journée ? Ça s'arrête ce soir. Ce soir, Ça s'arrête ce soir, et je pense qu'on aura fait tous nos appels, et qu'on aura pratiquement... dépasser les chiffres de l'an dernier. Eh bien, bravo. Je rappelle que les auditeurs sur la région marseillaise peuvent nous suivre via Internet sur le site radio-ipfm.com. Oui. Donc, alors attention, je redonne le numéro de téléphone 0810 24 24 24. Ils peuvent appeler vos bénévoles pour faire leur promesse de don. D'accord. Très bien. Y compris demain dimanche, quand tout le monde sera parti à la plage. Ceux qui n'ont pas été se baigner, on leur demandera d'appeler de la plage. Pourront appeler ceux qui écouteront sur Internet. D'accord. Merci les Vondjelakian. Merci, vous de même. Alors on a fait un peu le... Oui. Allez-y. Non, moi je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, on l'a vu, on a fait le tour des centres d'appel, celui de Cachan, mais on a les retours immédiats par vous, puisque vous êtes sur place et vous venez donc faire une parenthèse pour être en studio avec nous ce matin. Donc ça se passe bien également à Cachan, Michel Pazoumian ? Ça se passe très très bien. On a eu beaucoup... Je disais ce matin à Michel Tancrèze, il y a 10 ans, on avait du mal à remplir par les bénévoles jeudi et vendredi. Rappelez-vous, on lançait des appels. Là maintenant, depuis 2-3 ans, dès jeudi, les centres sont pleins. Oui, parce que c'est une belle aventure humaine, ce Phonéton, au-delà des fonds qui sont envoyés en Arménie, au Radabar et en Syrie maintenant depuis 2 ans. C'est aussi l'occasion de vivre des moments forts, des rencontres, des mariages. Des amis qui se retrouvent, Oui, parce qu'année après année, il y a une fidélité dans votre équipe de bénévoles qui savent qu'ils vont retrouver leurs camarades de la région parisienne à Cachan ou de la région Rhône-Alpes à Lyon, à Marseille, à Toulouse. Mais aussi des gens qui se sont pas vus depuis 20 ans et qui se retrouvent pendant le Phonéton. Moi, je voudrais faire une remarque complémentaire. Non seulement on ramasse de l'argent, mais quand on a commencé le Phonéton, très peu de familles connaissaient le Ralabar. Et maintenant, tout le monde connaît le Ralabar. Donc c'est important. Tout participe effectivement à la connaissance pour arriver à la reconnaissance. C'est une formule que l'on emploie régulièrement. Alors là, je voudrais qu'on soit un petit peu plus dans la symbolique pour les dons, pour faire comprendre à nos auditeurs à quel point même des petites sommes sont importantes. Lorsque les opérations avaient été lancées, on se souvient, c'était la route Gori-Stepanagert et c'était pour 100 francs. Je ne sais pas si on était encore en francs. Pour 100 francs, il y a un mètre de route. Bon, c'était parlant. Là, aujourd'hui, en préparant cette émission, Michel Pazoumian, vous nous parliez de la difficulté quotidienne que rencontrent les villageois qui vivent dans les hauteurs, ceux qui ont du bétail, qui ont des vaches, qui donnent le lait. Alors, concrètement, ce lait, vous l'achetez et si on fait un don de 100 €, qu'est-ce que ça peut donner sur le terrain, ces 100 €? Alors, puisque vous me poussez à donner quelques statistiques, je les ai préparées sous les yeux, et si vous permettez, je vais en citer certaines. Avec 50 €, on achète 50 pieds d'arbres kaki qu'on distribue à 12 familles. Et dans 3-4 ans, par leur travail à ces familles, ils vont gagner 300 €, c'est-à-dire 2 mois de salaire supplémentaire. Avec 75 €, nous achetons et nous distribuons 75 kilos de semences de maïs qui permettent de semer 3 hectares et qui, dès ces étés derniers, ont rapporté 300 € aux familles qui ont cultivé ces 3 hectares. Avec 1000 €,
On nourrit une vache toute l'année de la grande ferme, toute l'année. Cette vache donne environ 4000 litres de lait qui nous permet de fabriquer 400 kilos de fromage et nous le vendons à 1600 €. Donc on fait un bénéfice de 600 € qui permet de payer des salaires et l'extension de la ferme. J'en ai encore plein d'exemples comme cela, mais je veux pas vous assommer de chiffres. Parce que c'est des images qui sont vraiment parlantes. Alors, est-ce que vous pourriez nous redonner la chaîne un petit peu de la coopérative? Est-ce que on peut donner à voir à nos auditeurs du lait, de l'herbe, j'ai envie de dire, des pâturages au fromage? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il a fallu amener l'eau, donc nous avons irrigué. Ensuite, il a fallu retourner les terres. Nous avons 3-4 tracteurs. Donc nous avons retourné les terres pour qu'on puisse semer. Donc la première année, c'est nous qui avons contribué à semer. Et à partir de la deuxième année, ce sont les paysans des villages qui sèment. Nous leur donnons du maïs de qualité, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui leur permet de gagner 300 € sur 3 hectares. Parce qu'ils revendent ce maïs ensuite. Nous leur achetons ce maïs, nous en avons besoin pour la grande ferme. Donc c'est pour ça que c'est important. Et puis ils nourrissent aussi leurs vaches. Voilà. Et ils nourrissent aussi leurs propres vaches. Ensuite, les veaux que nous leur donnons grandissent. J'ai un calcul que je vous ai pas donné, je vais vous le donner maintenant. À l'âge de 3 ans, chaque veau va leur rapporter 180 € par la vente du lait à notre fromagerie. 180 € par mois. Par mois. Par mois. Vous imaginez l'argent qui va circuler dans le village. Uniquement avec la traite d'une vache. Exactement. Parce que nous allons acheter le lait, puisque nous avons cette fromagerie qui transforme le lait en fromage et que nous pouvons le vendre à l'infini puisque la demande est énorme, et elle permet de réduire les importations. Donc là, on voit que c'est un salaire en nature, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on achète la production de lait. D'autres villageois sont salariés dans ces coopératives, dans ces fromageries. Donc il y a aussi des salariés. Il n'y a pas que des gens qui travaillent la terre ou qui ont un élevage de bovins. Il y a également des salariés. Et il y a aussi plein de paysans qui ont leur petit lopin de terre, comme je vous l'ai dit, mais qui ont que 2-3 vaches caucasiennes qui donnent un peu moins de litres de lait que nos vaches qui sont venues d'Autriche. Mais l'été dernier, donc il y avait 50 éleveurs dans les montagnes, dans les alpages. Nous avons envoyé un camion réfrigéré tous les 2 jours. Donc nous avons acheté à ces 50 éleveurs le lait produit sur place. Et ils ont gagné 120 € chacun cet été. Alors ces éleveurs dans les alpages, si le fond n'envoie pas des camions, comment ils font pour distribuer leur production, leur traite? Ils ne la distribuent pas puisque la route est exécrable. Ouais. Il faut avoir un camion réfrigéré. Nous avons la chance d'en avoir 1 ou 2. Donc ils essaient de fabriquer du fromage local et d'aller ensuite le vendre dans le marché ou en tout cas de le manger en famille aussi. Oui, mais sinon le lait est perdu. Il est perdu. Il est jeté. Il est perdu. D'accord. Donc en plus, il n'y a pas de perte grâce à Il est perdu, pas totalement, puisqu'il y a des porcs et les porcs qui sont à côté peuvent boire le lait et donc ils peuvent peut-être voilà. Bon, c'est important de rentrer dans ces détails, de ramener ça à l'échelle d'un villageois pour montrer à nos auditeurs qu'un don de 100 € permet de couvrir la moitié de ce que vous payez pour le lait, donc 180 €, vous disiez tout à l'heure. Donc c'est vraiment là, on est dans le concret. Et puis surtout, on leur permet de gagner mieux leur vie et de leur donner un espoir. Ils aiment leur terre, ils vont rester sur leur terre, puisqu'ils savent aussi que tout ce modèle économique que je vous ai un petit peu décrit tout à l'heure est en train de s'étendre de village en village et que c'est toute une économie régionale avec des dizaines de milliers d'euros qui vont enrichir la région dans les années qui viennent. Alors aujourd'hui, vous arrivez à répondre à la demande de la fabrique de fromage. Vous avez du trop-plein déjà. Comment ça se passe? Parce que le jour où tout le monde va vouloir produire, alors avoir des vaches, donner du lait, vendre du lait, avoir du foin, du maïs, etc., comment vous allez faire? Alors effectivement, notre fromagerie est trop petite. Donc une partie des dons récoltés pendant le Phonéton vont servir à doubler la surface de la fromagerie.
Donc on va pouvoir doubler quasiment la fabrication. Et puis tenez-vous bien, effectivement, vous avez raison, notre aire de stockage est totalement insuffisante. Donc nous avons acheté un petit local à Erevan. On est dans le marché, près du marché. On a un petit local qui permet de stocker et de vendre au moment où les prix sont les meilleurs aussi. Donc vous voyez que on rentre un peu dans l'économie et c'est normal. D'accord. Donc pour 2014, on peut dire que la priorité c'est l'extension de la ferme, de la fabrique de fromage. Non, je veux dire. Pour 2015, deux nouvelles fermes villageoses, oui. Un canal supplémentaire pour étendre encore à la frontière. L'irrigation. L'irrigation et donc des terres cultivables. Et effectivement, on met le paquet sur la fromagerie, le doublement de la taille de la fromagerie et peut-être le doublement du nombre de kilos produits tous les jours et la vente. Donc le cycle économique est en train de s'étendre. Nous avons envoyé une jeune agronome française qui vit à Luzatzor toute la semaine, qui nous amène ses compétences et nous allons envoyer des maîtres fromagers français pour apprendre à fabriquer encore d'autres fromages. Ce programme Tavouche, il a été lancé pour combien d'années ? Est-ce que vous avez Il a été lancé il y a 6 ans. Oui. La ferme n'existait pas il y a 3 ans et demi. La grande ferme existe seulement depuis 3 ans maintenant. Nous sommes encore là de manière à arriver au seuil de rentabilité à la fois des petites coopératives locales, villageoises et la grande ferme. Il nous faudra vendre pour 300 000 euros de fromage pour nourrir nos 100 grandes vaches qui nous coûtent 160 000 euros de nourriture et nos 100 000 euros de salaire. D'accord. Une estimation du temps que ça va prendre pour arriver 3-4 ans. 3-4 ans. Donc un programme sur 10 ans à peu près. Exactement. C'est ça. C'est ce qui était prévu plus ou moins quand il a été lancé. Donc fait. vous êtes en plus dans le calendrier. Dans le timing. Michel Tancrez, les projets pour 2015 alors au Harabar, parce que c'est aussi une année importante. Au Harabar, n'oublions pas qu'on a un grand projet, c'est notre école professionnelle dédiée au métier du bâtiment. Donc on devrait ouvrir en septembre 2015. Donc ça, avec pas mal de corps de métier. Donc là, pour nous, c'est le grand chantier du Harabar. C'est le grand chantier du Harabar, grâce à un legs. L'école va s'appeler Yesnik Mozian, du nom du légataire, qui est représenté par Robert Edabirian. Et on a commencé à avoir des professeurs qu'on envoie en stage en janvier au centre de formation des apprentis de Saint-Étienne. Donc ça veut dire que ce centre, il va ouvrir grâce à ce legs dédié et que les autres dons vont aller à la poursuite d'ouverture de centres communautaires, d'aménagement des écoles. Aménagement des maternelles, différentes choses. Disons qu'il n'y a pas un grand chantier en dehors de ça qui serait... le plus grand chantier, c'est effectivement l'école professionnelle. L'école professionnelle, avec un don dédié, un legs dédié. Et un avenir extraordinaire, parce que des centaines de jeunes qui n'ont pas forcément envie d'aller garder des moutons ou des vaches, et de toute façon il n'y aurait pas de la place pour tout le monde, et qui n'ont pas forcément envie d'aller à l'université pour devenir médecin sans clients. Donc des centaines de jeunes vont rentrer dans un nouveau métier où on a un besoin immense d'amélioration des constructions. Ouais, les centres d'apprentissage. On a choisi effectivement les métiers du bâtiment parce qu'on est pratiquement sûr que les élèves vont trouver du travail la fin de la scolarité. Bien sûr, mais le système de l'apprentissage a fait ses preuves dans un pays comme la France. Et on travaille pour l'instant en alternance. Ouais. Donc vous savez de quoi vous parlez quand vous venez d'ici. Vous avez votre expertise vous-même, messieurs, donc entouré de spécialistes qui connaissent bien ce monde des apprentis. Eh bien, messieurs, Michel Tancrez, Michel Bazoumian, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à nos invités par téléphone et bravo à vous tous et à vos bénévoles. Je rappelle le numéro de téléphone 0810 24 24 24 pour appeler sans tarder, faire votre promesse de don. Vous l'avez vu, un dernier exemple, pour 100 €, on peut offrir on peut semer du maïs, par exemple, semer du maïs. Et le paysan qui va cultiver sa terre va gagner entre 300 et 400 €. Donc c'est important de redonner ces chiffres-là qui frappent bien les esprits et qui rendent concret le don. Et sans oublier évidemment la partie qui sera prélevée pour les Arméniens de Syrie. On l'a vu avec une aide plus principalement dirigée vers les écoles. Merci, 0810 24 24 24 pendant tout le week-end et également jusqu'à la fin du mois de novembre pour faire vos promesses de dons.
À très bientôt. Merci à lundi matin FM. Merci pour le beaucoup. résultat de cette opération 2014. Au revoir.